ici, pour la première fois depuis juin 40, des Français se sont battus contre des Allemands. Des Français qui, dès le début, ont refusé la défaite. J'essaye de retrouver où j'étais. Mais c'est pas étonnant qu'il n'y ait pas beaucoup de traces, parce qu'avec le vent de sable, le vent, etc., pendant 70 ans, il y a eu de quoi combler les trous. Bir Hakeim est une bataille extrêmement importante, parce que 3700 Français libres ont bloqué 32 000 soldats ennemis durant 15 jours. 15 jours qui ont changé le sens de la guerre. Sans nous, les combattants du général de Gaulle qui étions à Bir Hakeim, Rommel et ses troupes auraient pu foncer sur l'Égypte. Ils auraient pu sans problème atteindre le Caire et surtout prendre le canal de Suez, ce qui aurait été une catastrophe. If we're not careful, he's going to push us back into the Mediterranean. Ah, here he is. Come in. We simply have to stop Rommel, or the war is lost. He's been a threat ever since he landed in Libya with his Africa Corps to save his Italian allies. Reports are coming in that his armoured divisions are now ready to begin a new push. Things couldn't be worse. After 2.5 years of war, what have we? Defeat upon defeat. Europe under Nazi rule, Hitler about to grab the Caucasus oil fields, and Japs all over the Far East. At least the Americans have decided to join us in the war at last. Too late, for heaven's sake. Too late. Keep to the point, please. Our job is to prevent Rommel from reaching Cairo and getting his hands on the Suez Canal. If the Nazis control Suez, the Mediterranean will be German, and Hitler will be one huge step closer to victory. Well, what have we here, Colonel? Our plan to stop the Africa Corps. Starting from Gazala on the coast here, we suggest laying a minefield stretching 40 miles all the way down to here and coming back up here to form a V. A V for victory. Or V for vengeance. The 1st South African divisions here and here. The British infantry here and here. And the 1st Free French Brigade here at Bir Hakeim. The 3rd Indian Brigade to the southeast. To the east, the 7th French Brigade. On arrive à Bir Hakeim, c'est une grande étendue plate. C'était uniquement du sable, de la rocaille, envoyé à perte de vue. Hein. Il n'y a pas de collines, il n'y a pas de montagne, il n'y a rien. Que le désert plat. C'est un trou paumé, ça, et c'est toujours un trou paumé d'ailleurs. Il y avait un vieux fort qui était là. Il y avait soi-disant un point d'eau, mais il n'y avait pas de flotte. D'ailleurs, le mot Bir, ça veut dire puits. Hakeim, le puits du sage. Je me suis engagé dans les forces françaises libres le 1er juillet 1940, après avoir entendu le discours du maréchal Pétain, qui m'a tout de suite révolté, et là j'ai décidé de partir, comme beaucoup de mes camarades qui étaient à Bir Hakeim, et dont vous avez interviewé certains. Et je me suis retrouvé donc dans la première brigade française libre, à Bir Hakeim, dans le désert de Libye. Ça, vraiment, c'est l'horreur. C'est l'horreur. C'est un pays effroyable, effroyable. Ceci étant, c'est idéal pour faire la guerre. Ça n'abîme rien. Il n'y a rien à casser.
Et c'est le général Koenig qui a terriblement insisté pour qu'on creuse et qu'on s'enterre. C'était très dur parce que c'était de la roche, c'est pas du tout du sable. Et il fallait la baramine, les explosifs, enfin, pour arriver à faire des trous. On ne croyait pas qu'il allait y avoir des combats. On ne savait pas ça. Ils nous ont dit, il faut vous enterrer quand même, on ne sait jamais. Parce que là, en race campagne, les Allemands vont arriver, les Italiens, etc. Bon. Koenig, qui avait fait la guerre de 14, avait compris que nous étions partis pour une guerre de siège. C'est le seul combat de siège qui a été tenu par les forces françaises. Ça, c'est le départ de Nouméa. C'est le bataillon du Pacifique qui part à la direction de l'Australie d'abord, ensuite Suez. Il y avait 300 Tahitiens et 300 Néo-Calédoniens. C'est le bataillon du Pacifique numéro 1 que Broche a ramené de Tahiti, de Calédonie. On l'aimait bien. D'ailleurs, les Tahitiens l'appelaient le père. Ainsi, à Bir Hakeim, il y avait 2 bataillons de Légion, un bataillon d'infanterie de marine et du Pacifique. Il y avait un bataillon d'Uban-Utah et Tchad, avec des Noirs qui pouvaient se demander ce qu'ils faisaient là. Les unités anti-aériennes et les fusiliers marins qui les servaient. Il y avait quelques éléments nord-africains. Il y avait tout, avec la Légion qui apportait son tribut, bien sûr. Ça a permis de constituer une brigade, comment dirais-je, qui était riche. Riche de valeurs, riche d'hommes, riche de sentiments, tout ce que vous voulez. Vous voyez, là, on a la tenue anglaise, avec le casque anglais. Nous faisions partie de l'armée britannique, là-bas. C'était pas l'armée française. La brigade française libre était incorporée à la 7e division blindée anglaise qu'on appelait les Desert Rats, les rats du désert. On était avec le 15 Roy Ralph et la Rifle Brigade pour faire l'infanterie. Alors, voyez, la position de mon groupe à Bir Hakeim. Regardez le désert, il n'y a que des cailloux. Vous voyez, on est peu nombreux. Là, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5. On est 5. Nous avons eu le temps de nous installer, de préparer la défense de la position. Tout le monde était bien installé, tout le monde bien relié les uns aux autres. D'habitude, quand on installe des batteries d'artillerie, il y a le front et l'arrière. Et là, il était prévu qu'on pouvait être encerclé. Chaque canon pouvait tirer sur 360 degrés, ce qui était tout à fait inhabituel. Nous avions 4 batteries de 6 canons et un peu aux 4 coins. Et ces batteries avaient été orientées de telle sorte qu'une batterie pouvait tirer sur tel endroit, et même les 3 autres batteries. C'était un travail d'une intelligence formidable. Nous avons parfaitement monté, comment dirais-je, un peu comme si on avait construit une fortification à la Vauban. Nous avions installé des champs de mines extrêmement importants, canalisation éventuelle des forces ennemies vers certaines positions pour qu'on puisse mieux les attraper et détruire. Mais en même temps, nous faisions des raids, ce qu'on appelait des jog colonnes. Alors en partant vers l'ouest, on allait à la rencontre des avant-gardes allemandes qui pouvaient traîner dans le désert. Les job colonnes, c'est des colonnes mobiles d'environ une centaine d'hommes avec de l'artillerie, de la DCA, des véhicules qui vont vite, des chenillettes. Et ça se balade dans le no man's land, ça fait très combat naval, quand on rencontre ou on rencontre pas les Allemands. Oui, Mesmer appelait ça la guerre de course, comme entre pirates, en plein océan.
Là, c'est dans le désert. Une pause dans le désert. Toujours des cailloux. Avec le casque colonial, oui. On allait tâter l'ennemi pour essayer de faire des prisonniers, mais c'était pas évident d'en faire. Koenig nous disait « ramenez-moi en italien ». Chaque fois, il nous disait ça. Ah ben, ramenez-moi en italien, c'est pas facile hein, de ramener des Italiens comme ça. Enfin, on a essayé. On a réussi des fois. Alors, on a pris un prisonnier. Un prisonnier, hop, on l'a coincé et la section est rentrée avec un prisonnier. C'est arrivé. Et alors on dit voilà l'Italien. On l'a donné à Koenig. Alors Koenig, je ne sais pas ce qu'il en faisait. Hein. Sans doute qu'il interrogeait ou... Ah oui, il interrogeait. Pour savoir où sont les lignes, tout ça. Enfin, ça c'est son problème, hein, c'est pas le nôtre. C'est comme ça que j'ai ramassé mon pistolet allemand, en tirant sur un pauvre gars qui s'était égaré avec un petit blindé. Un petit blindé, bien, mais avec canon 75. Au but perforant, c'était méchant, surtout à 300 mètres. Bon, ben on a réalisé quelques coups. Apparemment, c'était rien, mais finalement, c'était beaucoup. Je me rappelle, c'était pendant une garde de nuit. Il fait froid, j'ai mon manteau. Aucune lumière nulle part, et puis la Voie lactée brillante qui partage le ciel en deux. Et puis je me rends compte que moi tout petit, là, je suis scotché par la pesanteur sur la terre du désert. Mais c'est vraiment la solitude en face du cosmos. Le désert parle beaucoup. Eh bien, le désert parle beaucoup parce que il vous est d'apparence muette, mais il vous oblige à réfléchir sur pas mal de choses. Pour ne partir des choses les plus élémentaires, le désert vous fait mesurer le problème, la valeur de l'eau, la valeur de l'ombre, la valeur aussi de vos armes, il n'y aurait pas intérêt à les négliger. Et il vous permet aussi de naviguer, d'apprendre à naviguer. J'ai roulé loin dans le désert avec Rommel. Dans ma voiture, Rommel portait souvent une veste anglaise pour qu'on le prenne pour un officier anglais, au cas où il aurait été observé au télescope. Et pratiquement sans dire un mot, il indiquait la direction. Je l'ai vu pour la première fois, c'était à Tripoli. On nous a seulement dit, lui, c'est Rommel. C'est le commandant qui va être employé en Afrique pour stopper l'avancée anglaise. Parce que l'offensive italienne vers l'Égypte a échoué.